Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada et cette semaine, ce mois-ci plutôt, vidéo achat manga, lecture en vrac de fin du mois de mars et tout le mois d'avril. Il y a beaucoup d'achats, c'est-à-dire que si je prends la caméra, hop, il y a un énorme tas comme vous pouvez voir, j'ai énormément consommé ce mois-ci. On va essayer de faire ça assez rapidement. Tout d'abord cette vidéo est là pour aussi contenter un peu ceux qui me demandent, je sais qu'il y a quelques personnes. Vous commencez à être un peu qui me contactent sur Instagram pour savoir quand est-ce que je reviens, est-ce que je vais continuer les vidéos. Oui, il faut juste que je prenne le temps de les faire et de les monter. Donc celle-ci sera une vidéo qui sera du coup pas montée, c'est-à-dire que je vais mettre le rush brut avec juste le son. Si ça vous va, vous me dites, dans ce cas-là je pourrais avoir plus de temps pour refaire d'autres vidéos, parce que sinon en fait le temps de les faire, de dérush, de faire le montage qui est assez simple quand même, mais il y a quand même du montage derrière, de publier, etc. C'est assez galère et j'ai pas trop le temps avec le podcast, le boulot, etc. en ce moment. Et surtout, j'ai investi dans une PlayStation 5, donc il faut que je la rentabilise. Donc j'avoue que mon temps libre, je le passe soit au sport, soit devant la console. Donc d'ailleurs, Outer Wild, super jeu. Bref, petit générique comme d'hab, et on est parti pour du coup tous mes achats. Donc on en a pour un bon 50 tomes, je pense facile, des séries, etc. Bref, vous connaissez. Donc générique et on est parti. On va commencer par un des gros achats des 2 mois, c'est tout l'intégrale de Innocent Rouge, voilà, ça a été pris. C'est la suite de Innocent, dont je vous ai déjà parlé, toujours par Shinichi Sakamoto. Le dessin est encore plus sublime que dans les tomes précédents. On attaque la Révolution française, la fin des Sansons, le changement de gouvernement, l'innocence de certains des nobles, etc., liberté, égalité, fraternité. Marie-Joseph, toujours un personnage absolument génialissime. Les couvertures sont toujours aussi belles. On a un personnage qui s'appelle le personnage de Zéro, qui est exceptionnel. D'ailleurs, il y a une planche, je pense pas que je vais la retrouver, qui est trop bien avec ce personnage, qui est très métaphorique. On a des changements de style graphique entre les tomes qui est absolument osé, très osé. Là où on avait des métaphores très imagées dans Innocent. Innocent Rouge, c'est même plus de la métaphore, là c'est carrément des réinventions, etc. Bref, c'est toujours aussi bien. Moi, je vous conseille de vraiment de lire cette série. Si vous voulez avoir des... vraiment des... C'est une super lecture, j'ai pas trop d'autres mots. D'ailleurs, mention spéciale au tome 5 de Innocent Rouge que j'ai trouvé absolument exceptionnel en termes de dessin, d'idées de composition de planches. On a toujours les influences du clair-obscur, de Rimbaud, etc. dans les compositions. Vous commencez à connaître, c'est vraiment trop bien. Et c'était donc les 12 tomes d'Innocent Rouge que j'aurais acheté donc ce mois-ci pour compléter de l'occasion et pas de l'occasion. On a fait un peu des deux. Ensuite, j'ai acheté, je suis quasiment à jour, donc Bright Stories, j'ai les 11 premiers tomes. Voilà, j'ai trouvé des lots d'occasion et j'ai trouvé des lots neufs, pas trop chers. Alors, pour le coup, alors Bright Stories, c'est l'histoire, en gros, on va suivre un Anglais qui va passer de clan en clan et suivre plusieurs mariages, plusieurs histoires dans l'Asie centrale. Donc, il y a du Mongol, il y a du Turkménistan, il y a du Tibet, il y a un peu de tout ça. Au XVIIIe siècle, l'histoire principale, c'est ce personnage-là. C'est absolument génialissime et une mention très spéciale à l'histoire avec les deux jumelles, là. Ça m'a fait... ça, c'était vraiment trop bien. Et hop, je vais rechercher, voilà, ce personnage-là, la Paria. C'est absolument... je pense que ceux qui disent Bright Stories, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que son histoire à elle est probablement la plus stylée de tout Bright Stories. C'est dès que je la vois, c'est vraiment mon personnage préféré. Alors, Paria, elle est au sommet du monde. Un petit peu moins sur son histoire à elle. Et l'autre histoire, justement de la suite de l'anglais, de ce qui se passe avec cette personne-là. Je suis un peu moins fan, mais globalement c'est vraiment exceptionnel, Bright Stories. J'ai lu d'ailleurs Arte et je suis en train de lire Isabella Bird en parallèle, la médiathèque. Et pour le moment c'est vraiment le meilleur des trois. Hein. Arte, je trouve ça très cool, mais il y a un gros propos féministe derrière. En mode regardez je suis une femme, regardez je suis une femme. Ça me gêne pas plus que ça, mais pour le coup je trouve ça... Il y a vraiment un point de vue, une opinion dessus. Là où Bright Stories, on est vraiment du point de vue d'un observateur, totalement objectif sur ce qui se passe, et ça relate juste des faits. Et moi je trouve ça vraiment cool, et encore une fois, Paria, non mais trop bien. Bref, Bright Stories, avec Blissful End, je pense que c'est les deux mangas historico, romance, culture, etc. que je vous conseille le plus à l'heure actuelle. Pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs trucs. On va rester dans l'histoire.
Et là, je vais vous parler de Ad Astra. Donc j'ai acheté la suite, j'en suis au tome 10. Voilà, tome 10. Le manga m'est tombé des mains, donc désolé à ceux qui me l'avaient recommandé. Mais en fait, je trouve que l'histoire est bien, globalement. Les batailles sont cool, etc. Mais le dessin, je peux pas. Le dessin et le découpage, je trouve ça... Mais alors déjà, le découpage, je trouve ça extrêmement lourd. Les scènes de dialogue au Sénat, c'est imbitable. Franchement, on met 15 plombes à lire les pages, il se passe rien, c'est que des plans fixes, il n'y a aucune fluidité dans le découpage, etc. Et ensuite, je trouve les dessins globalement pas beaux. Voilà, moi j'aime pas du tout. Et encore plus les effets de sang. En fait, il a des brushes de sang qui collent là où il faut qu'il y en ait. Sauf qu'on a l'impression que c'est du sang qui est sur la caméra et pas du sang qui est sur les personnages. Je vais vous montrer une planche, voilà. Regardez les taches de sang sur les personnes. C'est pas du tout bien foutu. Et moi ça me gêne, voilà, ça me gêne énormément. Pareil, le physique des personnages, leur tête, je sais pas, c'est Miyashi Kagano au dessin. C'est sa première série, et je pensais que le dessin allait s'améliorer avec le temps. Et en fait non, je pense qu'un peu comme Sakamoto, il utilise des assets de personnages qu'il a déjà dessinés au préalable, et en gros il les cale avec d'autres visages, etc. pour faire ce qu'il y a à faire. Et je sais pas, je trouve pas ça... Donc je pense que je vais les revendre, donc si vous êtes intéressé par Ad Astra, il y aura probablement une annonce très prochainement, dites-le moi en avance, comme ça je vous réserve le lot avant de le mettre en annonce. Mais voilà, bon, Ad Astra un peu déçu. Voilà, en fait je pense qu'aussi, ça me permet d'enchaîner avec la suite, je pense qu'en fait le problème c'est que j'ai lu ça, voilà, qui est sorti ce mois-ci, et le truc c'est que quand tu lis Kingdom en parallèle d'un autre manga historique de guerre, et ben l'autre manga historique de guerre il te paraît nul. Voilà, tout simplement. Parce que Kingdom, c'est... Enfin, non, mais là, ce tome-là... Non, mais on est encore sur des dingueries. Hein. Franchement, vous ne lisez pas encore Kingdom. Vous cherchez des excuses parce que, soi-disant, c'est trop long alors que vous achetez les One Piece sans des brouettes au format brillant. Non, les gars, c'est bon. Vendez toutes vos merdes, là. On achète Kingdom parce qu'à un moment donné... Non, mais c'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel ce qui se passe dans Kingdom en ce moment. Et là on va avoir des dingueries. Hein. Parce que là, on va avoir Kanki. Ceux qui sont à jour. Alors moi, je lis pas les scans pour le coup. Je préfère lire 2 tomes par 2 tomes parce que lire en chapitre Kingdom, ça me gêne un peu. Mais alors là, la suite de la bataille de Gian, ça va être. Et en plus de ça. Kingdom est un des seuls mangas qui n'a pas encore augmenté de prix. Ça reste 6,95, 250 pages, format agrandi, petite dorure, enfin bref, voilà. Pourquoi est-ce que vous achetez vos tomes 10 € l'unité chez Del Courtoncam et compagnie alors que vous pouvez acheter Kingdom? Je vais arrêter de faire l'apanage de Kingdom, mais ouais, pour Ad Astra en fait, ça le problème c'est que Ad Astra ça paraît ultra pauvre, ultra mal dessiné, ultra mise en scène. Enfin, c'est ultra mal mise en scène. Là où Kingdom, c'est ultra fluide, c'est absolument... Non mais à chaque page, c'est une dinguerie quoi. Les effusions de sang, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà un peu plus dynamique, un peu plus vivace, un peu plus manga en fait, tout simplement. Et voilà, Kingdom, exceptionnel. Foncez lire Kingdom. Ensuite, on reste dans l'historique, j'ai acheté Oro et Oroden de Buronson et Kentaro Miura, le regretté. On est sur un dessin à l'ancienne, on est sur un dessin années 80-90, plus années 80-90 d'ailleurs. Voilà, vous voyez un petit peu les planches. On est sur la réinterprétation, enfin, c'est une histoire fantaisiste sur la fin de la vie de Genghis Khan. Voilà, c'est plutôt ça. Et sur la descendance de celui-ci et comment les Mongols vont vivre. On est vraiment sur... Enfin, ça fait un peu nanar ce que je disais, mais un nanar ça peut être bon, il y a des bons nanars, il y a des très bons nanars, on s'amuse bien. Et bah là, c'est exactement ça, c'est un très bon nanar. Le scénario, il est mais nanardesque au possible à base de ouais, je suis téléporté dans le passé, j'ai des gros muscles et je vais devenir Genghis Khan. C'est un peu ça. On est vraiment sur ce truc-là. Mais le dessin est génialissime en fait. Le dessin est génial. L'idée est toute bête, mais ça marche vachement bien. Et le côté nanar, un peu voyage dans le temps, marche plutôt bien aussi. On a une histoire de vengeance, on a un peu tout ça. C'est historiquement très très romancé, hein, vous l'aurez compris déjà parce qu'il y a du voyage dans le temps, donc à partir de là ça part dans tous les sens. Mais c'est très bien et on a quand même des sacrées idées de mise en scène de Miura qui décidément était un dessinateur absolument exceptionnel. Donc Oroden, vous pouvez y aller. Ensuite, la suite d'Escalade Yokohama.
Ça fait partie encore une fois de mes Yashike préférés. Le trio, ouais, je pense qu'on peut compter Yotsuba. Le trio Yotsuba, Yokohama, Aria, on n'a pas fait mieux. C'est toujours aussi bien, toujours aussi cool, toujours aussi détente. Ça se lit en 15 minutes. Mais alors, ces 15 minutes, vous êtes stressé? 15 minutes de Yokohama, tranquille, boum, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est toujours à un prix maxi abordable avec une très bonne qualité de papier. Ça, on peut pas leur retirer à Meian. Ça sort un peu au compte-goutte parce qu'ils ont leur propre truc de diffusion. Mais on est bientôt à la fin, je crois que c'est 14 tomes. Donc cette couverture, elle est sublime. Hein. Elle est à la fois onirique, à la fois elle rappelle des souvenirs, elle rappelle plein de choses. Les pages couleurs sont toujours absolument magnifiques. Hitoshi Ashinano, beaucoup trop fort, globalement. Ah, Escalier Yokohama. Et on a des pages d'ailleurs qui sont, on a des chapitres entiers qui sont en couleur, même en noir et blanc, des chapitres entiers sur des pages un peu à photo là. Donc c'est plutôt cool. Voilà, Escalier Yokohama, Meian, franchement chapeau à eux pour cette qualité d'édition, parce que globalement ils ont quand même des mangas qui sont vraiment bien. On va ensuite passer à la suite. Alors ça va faire plaisir à Manga Badass. Je sais pas s'il va regarder la vidéo, j'espère, mais j'avais promis en décembre que 2023 serait l'année où j'achèterais enfin Hippo, et voilà, on y est, saison 2, Destin de Boxer, j'en suis au tome 8, la fin de la saison 2 arrive la semaine prochaine chez mon libraire, et je préfère pour le moment la saison 1. Pour ceux qui lisent Hippo, ou même ceux qui hésitent à se lancer, je vous conseille vraiment d'y aller. Alors ok, maintenant il n'y a plus les jaquettes, etc. Et c'est un peu plus cher, c'est 7,20€ je crois par tome, et il n'y a plus de jaquettes, c'est du carton. Mais moi ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Je trouve ça même plus pratique, parce que moi j'enlève les jaquettes, elles me servent à rien à apparaître dans la bibliothèque. Donc en fait ce côté juste du carton, moi je trouve ça beaucoup plus pratique à transporter, etc. Et j'aime bien. Donc oui, je disais, par rapport à Hippo la saison 2, moi j'avais un petit problème avec la saison 1, c'est que je trouvais que c'était beaucoup trop shonen, c'est-à-dire que Hippo fait un combat et on était quasiment sûr qu'il allait gagner à tous les combats, et la preuve en est qu'il perd pas souvent. Et là, la saison 2, Hippo est mis en retrait et on s'intéresse à d'autres combattants, Miyata, Kimura, Mashiba, Date, etc. qui reviennent. Et là, ce qui est cool, comme à la fin de la saison 1, il y avait ça entre Wolf et Sendo, on sait pas qui va gagner, vu que c'est pas les héros de l'histoire techniquement, on sait pas qui va gagner, et du coup je trouve, en tout cas pour moi, que je suis beaucoup plus pris dans ce genre de combat, je suis vraiment à fond, parce que là pour moi il y a une vraie tension, je sais pas qui va gagner en fait, et je trouve ça incroyable. Mention spéciale au combat, du coup c'était Kimura contre Mashiba, qui est juste exceptionnel, combat absolument fou. Évidemment il y aura quelques combats de Hippo, les planches sont toujours aussi bien. Et je trouve que franchement, c'est vraiment cool. En voyant le N'ayez pas peur, je pense, de Hippo, ça fait partie des quelques séries de sport assez longues qu'il faut avoir. Donc moi j'ai les IQ, j'ai les Slam Dunk, et avant j'avais les Shield. Mais là du coup j'ai tout mis en pause, enfin j'ai déjà complété, mais pour acheter Hippo, c'est vraiment bien. Et pour le coup je pense que je vais le relire plusieurs fois. Alors ça, pour le moment ça ne dépassera pas à mes yeux Slam Dunk ou IQ. Alors Slam Dunk parce que pour moi c'est le meilleur manga de sport, et IQ parce que je suis volleyeur et forcément ça me touche plus particulièrement, mais c'est génialissime. Donc voilà, je continue à les acheter. Manga Badass, donc spécial dédicace à toi. Merci de faire autant de bruit sur Hippo, parce que déjà je m'y serais jamais intéressé sans toutes les vidéos que tu as fait. Non mais regardez ça. Alors attendez, hop, je vous cache certains dialogues. Exceptionnel. Les doubles planches avec les coups de poing, c'est un truc de fou. Ricardo, j'espère qu'on va le revoir. Oh, le Ricardo, c'est incroyable. Ricardo, le boss. Bref, merci Manga Badass pour ça, parce que je me serais jamais intéressé. J'ai lu saison 1 Mediatek, et là j'achète du coup saison 2, 3, 4, etc. Et j'attends de trouver un lot de saison 1 qui soit abordable. Idéalement sans jaquette aussi, parce que j'aimerais bien du coup avoir tous les hippos sans jaquette, ce qui m'arrangerait, vu que je compte les garder de toute façon. Voilà. Ensuite, Terukan Boys, petit one-shot de Yu Nakahara, il était chez Doki Doki, l'histoire de 3 potes d'enfance qui faisaient partie des Terukan Boys, qui est un groupe de rock, qui vont vouloir commettre un braquage pour sauver l'un d'entre eux, on va dire ça comme ça.
Et c'est une histoire très sympa, à la limite à la limite du Urasawa, mais bon, tout le monde l'a déjà dit, c'est un ancien assistant du Urasawa, blablabla, il a bossé avec lui, on connaît. Au niveau du dessin, en tout cas, ça fait très Urasawa. Au niveau de l'histoire, un peu moins. Au niveau de l'histoire, on est un petit peu sur les films années 90, début 2000, tout ce qui est braquage à l'italienne, ce genre de truc. Les Oceans aussi, ça marche un peu comme ça. Et c'est cool, moi j'aime bien ces films-là. Du coup, ça m'a rappelé ça. Ça faisait très, c'est ça, pas les nanars, mais cette vibe de film de braquage un petit peu drôle, un petit peu léger, où on s'amuse en fait avec les héros et c'est assez cool. Même s'il y a un énorme sous-texte sur le fait de devenir adulte et un peu de trouver sa voie ensuite. Bref, c'était pas mal. C'est un one-shot, donc vous risquez pas grand-chose à l'acheter. Je pense que ça plaira à une majorité d'entre vous, surtout à un public adulte qui ne lit pas beaucoup de manga. Si vous faites partie de ces gens-là qui n'ont pas un budget extensible, qui ont envie de lire un petit truc cool, c'est 7,30€, je crois, 7,50€, je sais plus. C'est une histoire complète, vous allez passer un bon moment, vous allez probablement le relire plusieurs fois parce que c'est assez cool, on a des indices sur la fin, etc. Il y a le fameux twist de fin des films de braquage qui arrive. Bon, si vous en avez vu beaucoup, vous allez trouver la fin assez rapidement, mais si vous n'êtes pas trop habitué aux films de braquage, vous allez bien kiffer le twist final. Et voilà, moi je trouve ça très cool, Tarukan Boys. Franchement, j'ai passé un bon moment à le lire, donc je vais le garder, je le relirai avec plaisir. Ça fait partie des petites lectures sans prétention et c'est cool d'avoir des lectures sans prétention. Box tome 3, Les Heures Noires, Daijiro Moroishi, je crois, ouais, c'est ça. On arrive sur la fin et voilà. Alors, regardez cette case à gauche là, voilà. Voilà, c'est le niveau de. En fait, le tome 1 était à peu près bien dessiné, je trouve. Mais alors, le tome 2 et le tome 3, ça plonge. L'auteur est vieux et ça se ressent malheureusement, ça devient de moins en moins bien dessiné. Et moi vraiment il y a des moments ça me sort complètement de l'histoire. Et le côté casse-tête on l'a un peu perdu. On est plus sur vraiment sur une espèce d'affrontement dans le tome 2 et dans le tome 3 entre une entité et les héros. Et on perd le côté casse-tête qui m'avait tant plu dans le tome 1. Donc série pour laquelle je vais me débarrasser. Aussi je la relirai jamais. Je vais pas vous mentir, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé le tome 1, j'avais trouvé ça vraiment bien, et le tome 2, 3, j'ai vraiment pas aimé. Aux antipodes de ce que j'attendais de ce genre de récit, où je pensais que l'auteur allait continuer à jouer avec nous, etc. Et finalement, le qu'y a-t-il dans la boîte n'est plus trop qu'y a-t-il dans la boîte, enfin bref. Voilà. Sans parler du fait qu'il y a des trucs un peu incompréhensibles, pourquoi ça se passe, enfin voilà, pas fan du final de Box, donc si vous aimez bien les trucs un peu à énigme et à la fin des trucs pas Battle Royale mais un peu plus ouais c'est ça, cinéma des années 70, un petit peu bref, ça pourrait peut-être vous plaire. Moi en tout cas ça m'a pas convaincu. Et encore une fois je trouve vraiment que l'auteur maintenant il se fait vieux et malheureusement c'est un manga qui est récent, t'as l'impression que c'est des années 60-70, mais en fait je sais pas, il perd le coup de crayon devient de moins en moins bon. Et c'est dommage. Par contre, ce qui est très bon, c'est Bibliomania. Vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux. C'est le nouveau petit bébé de Mangetsu avec sa couverture en mode grimoire. Et d'ailleurs, son mode grimoire un petit peu partout. Moi, je l'avais lu en ligne avant de l'acheter. Je l'avais lu il y a 1 an. Ils avaient fait l'annonce. J'avais dit, oh punaise, ça a l'air bien. Je vais aller le lire. Et du coup, je l'avais lu et énorme coup de cœur. Encore maintenant, je trouve que c'est une des meilleures lectures du début d'année. Je trouve ça tout bonnement exceptionnel. Alors, il y a c'est écrit par Orval et c'est dessiné par Machiro. Et c'est trop bien. L'univers est absolument foufou. On a une réinterprétation un petit peu d'Alice. Alors, je remercie Alice de Twitter avec qui j'ai un peu parlé, qui m'a expliqué en quoi c'était une grosse réinterprétation d'Alice par rapport à dévorer les livres, la connaissance, etc. On a beaucoup de planches très inspirées, beaucoup de très bonnes mises en scène, et l'histoire est très très cool. Le scénario est très bien. On va suivre l'histoire de Alice qui va rentrer dans un livre. En gros, il y a une apocalypse, il y a un livre qui aurait dévoré tout le monde, et elle rentre dans le livre pour aller un petit peu libérer les gens. Et elle arrive à une chambre qui s'appelle la chambre numéro 466, je crois, et elle doit remonter jusqu'à la chambre 0 pour sortir du livre. Mais dès qu'elle remonte une chambre, elle va devenir de plus en plus folle et commencer à se désagréger, etc. Alors, je vous spoil pas ces planches-là parce qu'elles sont génialissimes. Et passer un certain cap, si on change de pièce, on meurt.
Et on va voir qu'Alice est peut-être quelqu'un d'un petit peu particulier. J'adore. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un délire très... Bah, c'est un délire de choses que moi j'aime bien. C'est tiré par les cheveux, tu comprends pas tout, mais l'univers est tellement bien que t'es absorbé dans le livre, et finalement t'es un petit peu comme elle, quoi. T'ouvres le bouquin et ça y est, tu rentres dedans, t'es absorbé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la couverture de cette édition ressemble au grimoire. Bref, ça c'est vraiment un conseil pour moi d'y aller. Et en plus, je crois que c'est le même prix que les Evol pour plus de pages et une meilleure couverture, enfin tout est mieux. Donc c'est assez, ça reste abordable si vous aimez certains types de récits. Oh là là, mais... trop bien. Trop bien. À cause de Hippo, j'ai commencé MMA. Pourquoi j'ai commencé MMA? Parce que je voulais un autre manga, un petit peu de baston, mais je voulais des arts martiaux. Je voulais pas que de la boxe. Parce que moi, la boxe, de base, j'aime pas trop ça. Bon, là, Hippo, ça passe. Et vous verrez qu'il y a un autre manga avec qui ça passe aussi. J'ai commencé à MMA surtout parce que c'est Hiroki Endo. Et si vous voyez ce qu'il y a derrière moi, ici, Hiroki Endo, vous voyez que j'aime beaucoup. Eden étant dans mon top 10 des meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie. Et j'ai voulu lire ce MMA, qui est d'ailleurs classé en shonen, ce qui est assez étonnant parce que le pitch de base est pas du tout pour les gosses, quoi. On est sur deux amis d'enfance qui vont avoir des proches qui évoluent dans le monde des Yakuza. Il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des morts, etc. Et ils vont se mettre ensuite aux arts martiaux, au MMA, et se re-rencontrer des années plus tard après plusieurs tragédies. Et Endo, il est très fort pour ça, pour créer des histoires de base qui sont assez trash, assez... mais sans forcément mettre du sang partout. Tout se passe un petit peu hors caméra, il est très froid dans certains dessins. Et ça contraste beaucoup avec ces scènes d'action. Je trouve que les scènes d'action de Endo sont magnifiquement bien réalisées. Déjà dans Eden, je trouvais que les scènes d'action étaient absolument géniales et d'une fluidité sans nom. En plus de ça, on a une couverture alternative, voilà, dans le tome, ce qui est plutôt cool. Et j'ai cru comprendre qu'à partir du tome 2, il y aurait un autre personnage qui serait un personnage féminin qui allait faire de la MMA. Et juste pour ça, je le salue. Parce que le manga, je crois qu'il est pas tout jeune. Et donc c'est assez cool de voir que déjà, il y a quelques temps, des auteurs, je regarde la date, 2009, c'est bien de voir qu'il y a quelques temps, des auteurs mettaient aussi des sports de combat féminins, en tout cas la ligue féminine, je suppose. Alors voir comment ça va évoluer, mais ça me plaît bien, tome 1 un petit peu mis sur la lutte, mais bon, pourquoi pas. J'ai ensuite acheté Shot L, l'édition... ils appellent ça ouais, si, avec la jaquette alternative et le recueil et l'artbook en fait qui est à l'intérieur. Donc Shot L, ça va raconter l'histoire de Shot L, qui est ce personnage-là, qui est une assassin à l'époque des Mongols. Le tome 1 va parler un petit peu de son passé. Et en plus de ça, elle va être liée de près ou de loin à Yorul, ce personnage-là, dont son but est d'aller récupérer le savoir d'une tribu qu'on appelle les Tangout, à l'époque des Mongols, qui allait être exterminée par les Mongols justement, et de récupérer leur savoir dans des livres. Donc son but c'est de rejoindre une bibliothèque, etc. Et on a des... alors, je suis un peu mitigé sur ce titre. D'un côté, je trouve l'histoire vraiment folle. Il y a des super bonnes idées. On plonge bien dans certains trucs de la culture, du coup, Tangout et Mongol. Les scènes d'action sont plutôt cool, mais le personnage de Shot L, je trouve il dénote. Alors déjà, parce que ses origines, enfin l'origine de pourquoi est-ce qu'on a cette histoire dénote. Je veux pas trop vous spoiler pourquoi, mais il y a une histoire de voyage dans le temps encore. J'ai trouvé ça bizarre de mettre pourquoi. J'ai trouvé ça un peu chelou d'avoir mis ça. Certaines scènes d'action sont très fouillies parce qu'en fait elle a une cape avec des pattes d'animaux dessus. Donc ce qui fait qu'elle a 6 membres avec les pattes si on les rajoute. Et à dessiner, par moments on sait pas si c'est ses bras, les membres des pattes ou ses jambes. Et c'est chelou, c'est assez bizarre en fait dans le dessin à certains moments. Malgré tout, j'ai passé un bon moment. Je pense que la suite va être de mieux en mieux. C'est par l'autrice de Okami Rise, je crois, Yu Ito. Et je trouve ça vraiment bien. Et pour le coup, je préfère Shot L qui a une vraie proposition scénaristique et en termes d'univers graphique et de dessin à Ad Astra qui se contente de répéter des assets. Et même si c'est très fidèle à ce qui se passe dans l'histoire Ad Astra, moi je préfère quand c'est un peu romancé, que ça part un peu dans tous les sens et sur fond d'histoire réelle. Voilà. Donc bon, pourquoi pas. Donc Shot L, déjà après plus les couves elles sont absolument magnifiques. Et j'ai hâte. Vous voyez par exemple ce genre de planche là. On sait pas trop si ça c'est une main à elle ou si c'est ce qu'il y a derrière, mais du coup il y a 2 mains, 3, 4, il y a les pieds, et du coup on comprend pas trop l'action. C'est un peu ça que je lui reprochais dans les scènes d'action en fait. Exactement ce genre de planche.
À voir comment ça évolue. En tout cas, c'est très qualitatif. Là, Panini, on est sur un vrai revival. Et en qualité d'édition, je trouve ça très bien. Le papier est top. C'est pas trop cher, je crois que c'est 7,29€ le tome. C'est du petit format qui est assez souple, qui est plutôt cool. On a à peu près... on doit être sur du 200 pages, du 195. On va regarder au début. On a des super belles pages couleurs d'ailleurs, au début de chaque tome. J'ai pas le nombre de pages. Voilà, des super belles pages couleurs. Hop, des très belles compositions. L'artbook est d'ailleurs vraiment très beau. Et on a des couvertures très cool, un petit peu à la Kiun, et qui sont surtout solides. Le livre ne va pas s'abîmer, je pense, avec le temps. Donc Panini, juste GG, parce que vous passez sur la vidéo GG pour ce genre d'édition. C'est exactement ça qu'on attend d'une édition petit format à l'heure actuelle. Des dos vraiment sympas, des couvertures qui en jettent, une qualité assez bonne, même très bonne, pour une histoire cool, qui sort un petit peu des carcans habituels, avec une vraie proposition graphique. Un collector qui était pas si cher, je crois que c'était 9€, donc à peine 2€ de plus pour un artbook qui est dur, qui fait une trentaine de pages, je pense, quarantaine de pages, et une couverture alternative qui est faite exclusivement pour l'édition, donc pas trop cher. On apprécie, voilà. Je tiens à le dire, c'est rare quand ça me plaît. Ensuite, Scorpion Cigarette, dernier tome, enfin, putain. Ouais, je jure, mais Saka, là, c'est Casterman Saka, c'est pas possible. Une série qui est terminée en 2019 ou 2020, je sais plus, que vous avez commencé à commercialiser au même moment, en 11 tomes seulement, avec, je crois, un tome par an ou 2 tomes par an, même pas. Enfin, les gars, les gars, vous abusez, quoi. Je suis quand même bien content de l'avoir fini, cette série. Très très bonne série, très pulp. Un hommage à tous ces films du style Léon, à tous ces Tarantino, à tous ces trucs un petit peu italiens, règlement de compte, etc. C'était très cool. Vraiment, j'ai adoré Candy Cigarette, ça c'est une très grosse recommandation de ma part. Par Tomonori Inoue, donc l'auteur qui sort chez les Nové Graphiques XS, là, Copélion, que j'ai pas aimé d'ailleurs. Le dessin est plutôt cool, il n'y a pas de planche vraiment extrêmement belle, le dessin est très linéaire parmi tous les tomes. On n'a pas de grands moments. Par contre, il y a des vraies idées de composition et les scènes d'action, elles sont vraiment très bien. Et on passe un très bon moment dessus, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc, Candy Cigarette, si vous avez l'occasion, maintenant la série est terminée, vous pouvez y aller sans hésitation. J'ai ensuite acheté pour Sampei les 2 tomes chez Kana, chez Big Kana, du Fumio Kuno, qui a fait le Pays des Cerisiers que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs qui va ressortir bientôt, pour ceux qui ont envie, c'est pas mal, sur le drame d'Hiroshima, tout ça. On est sur du tranche de vie, mais du vrai tranche de vie, c'est-à-dire que là, en gros, c'est l'histoire de Sampei qui va perdre sa femme et qui va donc aller vivre avec sa belle famille, et qui va trouver un livre de sa femme qui lui a écrit tout plein de choses, donc comment cuisiner, comment faire bien le ménage, des petites astuces, des trucs sur sa famille aussi, en mode ta petite fille est fan de ça, etc. C'est quelqu'un de très passif, mais depuis qu'elle est décédée, il se sent redevable envers sa belle famille. Et il va lire ce bouquin et les aider. Et on a vraiment des interstices, c'est littéralement ça, c'est des interstices dans la vie de cette famille. C'est de la tranche de vie, c'est très reposant. C'est très reposant, il n'y a pas vraiment de scénario à part... je veux repasser une chemise, comment je repasse une chemise? Et là, ça va être des petits gags, des petits trucs par rapport à ça. Ça se lit bien. C'est du grand format. Hop, voilà. Ça vaut 10€, je crois, chez Big Kana, donc c'est vraiment pas mal. Je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas fait un seul tome, mais why not? Et on a de superbes histoires. Et non, franchement, Fumio Kono, une autrice que j'apprécie. J'aime bien. Et du coup, j'attends avec grande impatience les rééditions de ses autres titres. Et donc pour Sampei est encore disponible, donc allez-y, parce que Kana va ressortir la suite, donc Pays des Cerisiers, etc. Dans un recoin du monde aussi, qui a fait un très bon film d'animation. Et vous le voyez, c'est des planches qui sont assez simples, qui sont vraiment dessinées à la main, et non, c'est cool de lire ce genre d'autrice, moi j'aime beaucoup. Voilà, et donc là c'est le tome 2. Nous avons ensuite Atsushi Kaneko, Bambi, tome 6, la fin du délire, la fin du délire est là. Décidément, je le redis, mais Kaneko n'a pas fait une seule mauvaise série. Voilà, j'ai donc tout lu de ce qu'il avait et tout acheté aussi de ce qu'il avait en France. J'ai tout maintenant. Tout est bon. Il n'y a rien de mauvais. Voilà, j'ai rien à dire. Il n'y a absolument rien de mauvais dans ce qu'il fait. Le style est toujours absolument génialissime. On a un tome qui est épais comme pas possible pour à peine 14€. À la fin, on a une grande interview de Kaneko qui raconte un petit peu tout le processus sur Bambi, etc. Comment ça s'est passé.
C'est trop bien, c'est pulp, ça part dans tous les sens, ça se prend pas au sérieux, c'est décomplexé, c'est du Kaneko quoi. Voilà, si vous n'avez pas encore lu de Kaneko, je vous conseille de peut-être vous intéresser à Search and Destroy qui est en seulement 3 tomes, vu que moi je vous conseillerais plutôt d'acheter Desco en premier, mais si vous voulez faire du Bambi, Search and Destroy, enfin vraiment toutes ces Soil, Wet Moon, bon, Wet Moon c'est introuvable maintenant, mais on espère une réédition, hein, Sakai, il serait temps de vous sortir les doigts. C'est vraiment bien. Non, franchement, Kaneko, c'est vraiment bien. N'attendez pas que ça soit plus disponible parce que c'est très cool. Franchement, un superbe auteur. Ensuite, j'ai acheté donc Leia tome 2 et Star Wars Vision, quasiment le même prix et le double de page pour l'un par rapport à l'autre. Pourtant, c'est le même format. Je ne comprends pas. Voilà, j'avais fait un tweet là-dessus. Mon Leia, je l'ai pas encore lu, mais vu le dessin, ça m'a l'air d'être toujours aussi bien. Voilà, on est toujours sur le dessin de Haruichi qui fait donc tous les mangas Star Wars et je trouve qu'il a un dessin qui est très cool et qui rend vraiment honneur au délire Star Wars. Hop, comme vous pouvez voir, c'est chez Nobinobi. Il y a de plus en plus de Nobinobi. Hein. Nobinobi commence vraiment à avoir une ligne édito qui m'intéresse bien. C'est adapté donc toujours du roman de Claudia Gray qui est une autrice très cool pour les bouquins Star Wars. Donc hâte de lire celui-là. Et Star Wars Vision par 4 auteurs, donc Kamome Shirahama, Haruichi, Yusuke Osawa et Keisuke Sato. Donc les 4 histoires qui ont peut-être le plus plu aux gens sur Star Wars Vision, c'est-à-dire l'ancien, Lop and Ocho, le 9ème Jedi et les jumeaux. On a 4 styles graphiques, on a celui-là, on a un style graphique un peu plus, voilà, un petit peu plus manga, un petit peu plus comme on connaît. On a un style graphique ensuite. Oh, je prends une page au hasard, c'est déjà stylé. Oh, oui, c'est bon ça. Et finalement, on a le style graphique du studio Trigger. Donc, pour ceux qui connaissent Trigger, voilà. C'est vraiment bien. On sent vraiment que la saison 1 de Star Wars Vision avait été pensée pour un public qui kiffe les mangas. Parce que c'est. Pour moi, depuis le rachat de Disney de Star Wars, c'est probablement une des meilleures choses qui soit sortie. Et là, le manga rend encore plus justice aux épisodes parce que c'est exactement ce que j'attendais d'un manga Star Wars Vision. Tu vois, ça, c'est de l'adaptation. Donc, ok, il n'y a aucune liberté, ça reste de l'adaptation. Par contre, ça, c'est de la création pure. On te file les concepts de Star Wars, sabre laser, vaisseau, machin, et tu fais ce que tu veux en dehors de Star Wars. Donc ça veut dire que tu crées vraiment de zéro des choses qui sont absolument pas canon et c'est trop bien. Enfin, moi j'attends vraiment une vraie série Star Wars. Alors Vision répond un peu à ces critères, mais une vraie série Star Wars en manga de 5 à 10 tomes, une vraie histoire, une vraie proposition par un auteur, ou alors reprendre un de ces concepts là, donc je pense au 9ème Jedi ou autre, et en faire une série en 3-4 tomes, vraiment laisser les auteurs s'éclater dessus parce que c'est trop bien. Voilà, et on a en plus c'est brillant et tout, non, c'est allez-y. Ça pour le coup, allez-y, même si vous n'êtes pas ultra fan de Star Wars, mais que vous voulez... c'est peut-être un des meilleurs mangas Star Wars que vous pouvez lire, je pense. C'est des histoires courtes et c'est vraiment des visions de ce que pourrait être Star Wars si c'était adapté en manga. Et quelle vision, voilà, en tant que fan de Star Wars, ça me régale. Donc allez-y, et c'est 8,50€. Super, ça c'est vraiment bien. Contrairement au truc Luke Skywalker qui était nul à chier, ça c'est vraiment bien. Allez, plus que 2 tomes et je vous libère. Katsu tome 2, pas encore lu, donc je vais pas trop en parler. Le tome 1, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. Si vous voulez revoir cette vidéo, vous pouvez y aller. Je pense que le tome 2 va continuer dans la lignée du tome 1. On a l'air d'avoir toujours du dessin et un humour très particulier à Mitsuru Adachi. Donc très content, et je pense que je vais beaucoup apprécier, et vous l'aurez compris, on reste dans un petit peu le thème du combat, de la boxe, tout ça, on aime bien. Et ensuite, j'ai trouvé à Rennes, je suis allé à Pod Rennes pour faire des trucs de podcast, j'ai trouvé dans un magasin neuf en super bêta, ce qui n'était pas le cas dans ceux où je suis allé, Éveil de Taiyo Matsumoto, que j'avais lu à la médiathèque, que j'ai énormément aimé, du Taiyo Matsumoto au format bande dessinée, absolument génial. Celui-là, il est trop bien. On a un dessin sublime, des planches absolument incroyables. On a une couverture vraiment, voilà. La première fois que je l'avais lu, Éveil, j'étais vraiment. On comprend pas tout la première lecture, mais qu'est-ce que c'est bien.
Ah non, qu'est-ce que c'est bien l'histoire d'un enfant dans un peuple qui pratique une espèce de danse rituelle. Et cet enfant qui veut... oh non mais... Non, franchement, c'est magnifique. Voilà, ça, c'est une vraie proposition. Vous voyez, ça, c'est une vraie proposition artistique, scénaristique et d'édition. C'est quelque chose de vraiment atypique qu'il faut, je pense, avoir dans sa collection. C'est vraiment un truc à part. Voilà, c'est littéralement l'expression pépite. Une pépite, si on revient à la pépite d'or, c'est très rare à trouver et c'est un truc vraiment particulier. Et bah c'est exactement ça. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce que vous devez l'acheter? Oui. Est-ce que Matsumoto est un auteur de fou? Oui. Est-ce que c'est l'œuvre que je conseille pour commencer Matsumoto? Non. Mais voilà, faut l'avoir. Si vous voulez commencer Matsumoto, je vous conseille vraiment Amer Béton ou Ping Pong. C'est les deux meilleurs qu'il ait fait. Et voilà, c'est le dernier achat. Lecture, et on va juste parler très rapidement d'une petite lecture, donc Le Sommet des Dieux, que je vais lâcher. Je sais, désolé, mais je m'ennuie. Voilà, c'est dit. Je vais pas trop en parler pour pas trop d'écouter les gens, mais je trouve ça je trouve ça chiant. Moi, je m'ennuie vraiment en lisant ça. J'arrive pas à ressentir. Pourtant, ce tome 2, il y a tout un passage avec une tension assez forte par rapport à un événement. J'arrive pas à ressentir la tension. Je suis désolé, je trouve ça plat. Le découpage, il est plat. Le dessin, les décors, ils sont vraiment pas en adéquation avec le reste. Enfin, c'est. Je sais pas. Bref, j'ai jusqu'au tome. Bah, j'ai 5 tomes de la médiathèque. Donc je vais finir quand même. Hein, je pense pour la culture, c'est important. Ça reste ça reste un chef-d'œuvre du manga, faut dire ce qui est. Qui, moi, ne me touche pas. Ça arrive. Est-ce que ça n'en fait pas un chef-d'œuvre parce que j'ai pas aimé? Non, ça reste un chef-d'œuvre du manga. Voilà, on va pas faire les mecs à dire que c'en est pas un. Mais moi, ça me parle absolument pas et j'ai du mal. Donc je finirai quand même. Mais voilà, c'était juste le petit message pour ceux qui voulaient que je lise Le Sommet des Dieux. Je ferai peut-être un update quand j'aurai terminé. Mais c'est tout, voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le commentaire, le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mes vidéos vous manquent, parce que il y a des gens sur Instagram qui sont venus me le dire. J'essaierai d'en faire un peu de temps en temps, on verra avec le temps que j'ai. Si vous êtes en manque de contenu, je vous rappelle qu'il y a toujours le podcast, donc de case en case, qui existe, qui sort aussi régulièrement que les vidéos YouTube, donc, mais il y a du contenu. Sinon, parlez-moi un peu de vos lectures. J'aime bien échanger avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à y aller. Réagissez à certains trucs que j'ai dit dans cette vidéo. S'il y a des choses qui vous paraissent nulles, qui vous paraissent bien, allez-y, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, les beaux jours arrivent. Profitez-en pour lire dehors, il fait beau, c'est super cool. Et encore une fois, lisez plein de mangas. Allez, ciao à tous.